Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Si vous ne me connaissez pas, je suis Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org, destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos et je fais des podcasts depuis plus de 10 ans, avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application, SP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Albert Pernet, ancien athlète de haut niveau en canoë et surtout entraîneur national pendant de nombreuses années. Après un rapide descriptif de son parcours d'athlète, nous rentrons dans le vif du sujet, avec l'arrivée de Kirsten Neumann en 1996 et de ses méthodes. Venant de finir le livre Génération Moon consacré à l'aviron, les parallèles sont nombreux et très intéressants. Bonne écoute. Salut Albert, comment vas-tu ce matin? Bah écoute, ça va bien. Il fait plutôt beau, donc voilà, je suis détendu et je bossais un peu avant là. J'étais en visio à 8 heures donc voilà, j'ai eu le temps de faire un petit break, d'aller me servir un café. Donc voilà, je suis au top. Je t'attends de pied ferme. Dans quoi tu bosses aujourd'hui? Alors moi, je suis fonctionnaire du ministère des Sports. Hein, je suis prof de sport et donc là, pour le coup, pour l'instant, je suis en dispo. Mais mon dernier poste, c'était à la direction des sports, à l'administration centrale du ministère. Et puis, je vais bientôt reprendre des fonctions. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais bon, voilà. J'avais fait un peu le tour. J'avais envie de faire autre chose. Et bon, là, je vais rebosser un peu avant d'arrêter définitivement. Avant de venir sur Annecy comme tous les anciens champions de kayak et de canoë alors. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un spot là-bas, je sais pas ce qui se passe. Il doit y avoir des vibrations particulières. Bon, c'est un plan d'eau calme, donc ça va être que des ligneux. Ah non, remarque Yves, tu me parlais de Yves juste avant. Bon, Ouais, Yves, il est en surf ski, il vend son surf ski en plus. il a fait beaucoup de descentes. Il a fait un peu de course en ligne aussi. Et puis ouais, je pense que ouais, surf ski c'est le bon compromis entre le kayak de descente et le kayak de course en ligne. Ouais, c'est un bon compromis. Je voulais revenir avec toi donc sur ton parcours, notamment dans le canoë-kayak. Mhm. Euh, T'es d'une génération lointaine. Je pense que beaucoup des jeunes aujourd'hui te connaissent peut-être pas, même dans le milieu du Mhm. kayak. Ouais. Comment toi, tu as commencé le kayak ou le canoë? Est-ce que tu as commencé par le kayak comme tout le monde ou directement par le canoë? Ben non, en fait, moi j'ai eu une formation de base d'abord assez tardive. Hein. J'ai commencé, alors j'ai fait d'autres sports avant, pas mal d'athlé, un peu d'haltérophilie. Dans la ville où j'étais, il y avait moyen de s'essayer à pas mal de trucs. Et puis en fait, j'ai démarré, j'avais 15-16 ans le kayak. Alors bon, à l'époque, l'initiation, ça se faisait plutôt dans des bateaux type barquette, des choses comme ça, la découverte un peu. Et après, très vite, j'ai fait du canoë. En fait, je peux pas dire que j'ai fait une kayak, quoi. J'ai fait très vite du canoë. Et puis, très vite du canoë plutôt typé course en ligne. C'est-à-dire qu'à l'époque, les supports, c'était des bateaux, un peu la génération des CAPS. Ça te parle pas, toi, t'étais Si, pas si, né? je vois très bien ce que c'est. J'en ai vu en kayak, en canoë, j'en ai jamais vu, mais en kayak, j'en ai vu. En fait, c'était à l'époque quand même, il n'y avait pas eu la réforme sur les largeurs pour les canoës. Donc, c'était des bateaux relativement larges, hein, 75 de large, Ah ouais, au plus large derrière. Tu es en position course en ligne là-dedans, bateau plutôt facile. Et d'ailleurs, à l'époque, dans les années 77, dans ces eaux-là, en fait, il y avait des épreuves. Tu faisais un parcours en pagayant d'un côté, un parcours en pagayant de l'autre, et c'était à l'addition des temps. Donc bon voilà. Alors à la limite, ouais, effectivement, ça avait au moins l'avantage de d'obliger les gens à pas trop se spécialiser trop tôt. Et donc voilà, c'était ça le début. c'est hyper original ce que tu dis, parce que démarrer à 15-16 ans, en fait, de tous ceux que j'ai pu interviewer dans le milieu du kayak, ils ont tous démarré. Alors, il y en a qui sont nés dedans. Ouais. Je pense à Vanina ou à Étienne Hubert, qui sont vraiment leur pas montés dedans. Toi, tu as commencé à 15-16 ans. Est-ce que c'était pas un peu tard? Tu sais, souvent, j'ai pu entendre que quand on démarrait tard, on avait du mal ensuite à s'exprimer complètement dans le bateau.
Ouais, je pense qu'effectivement, il y a des choses, il y a des choses que j'ai pas pu maîtriser suffisamment, euh, sans doute en partie parce que voilà, j'ai démarré un peu tard et avec un physique déjà avec une certaine maturité, tu vois, plutôt costaud. Euh, et euh, et puis après, bon, tout ne repose pas là-dessus, hein. Ça veut dire que moi j'ai envie de dire qu'après, bah il faut une espèce d'intelligence motrice qui permet aussi de sentir les choses. Et puis après il y a l'encadrement, quoi. Donc bon, effectivement, moi je pense que c'était l'époque où bon, voilà, on te mettait en bateau et puis tu te débrouillais un petit peu, t'étais accompagné de façon très globale. Et donc voilà, donc effectivement peut-être et encore c'est qu'une hypothèse, quoi. Dans les années 70, quand tu as 15-16 ans, ça s'organise comment l'entraînement? Parce que, pareil, de ce que j'ai pu voir, souvent, tu es très jeune, tu as 9, 10, 12 ans, tu fais 2 séances par semaine. À 15-16 ans, c'est un peu le moment où ça s'accélère pour la plupart. Est-ce que toi, dans les années 70, c'était ça aussi? Tu as démarré directement à fond? Ouais, assez vite en fait. Alors parce que ouais, ça me convenait bien, parce que j'étais assez disponible et puis bon, j'étais étudiant comme enfin lycéen plutôt, mais ouais, c'était très vite deux, trois, puis même un peu plus de séances par semaine, un petit peu de préparation physique à côté. Puis après, bah, à ça, tu rajoutes les vacances scolaires. Donc, bon, voilà, ça fait relativement vite pas mal de pratiques, quoi. Et est-ce que tu as eu des résultats justement assez rapidement avec cette pratique accélérée? Ouais, ça s'est plutôt bien passé, hein, parce que l'année d'après, donc euh, j'ai démarré tard, donc j'étais en cadet. Après, c'était junior, donc bah, j'ai été champion de France junior. Euh, Après, on est allé au championnat. Alors, à l'époque, ça s'appelait pas les championnats du monde junior, ça s'appelait les championnats continentaux. Euh, et donc, voilà. Donc, oui, ça s'est plutôt bien passé assez vite. Comment tu as choisi ton côté en canoë? Parce que tu dis que tu t'entraînais des deux côtés, ce que je trouve super intéressant. Comment on choisit son côté? En fait, c'est assez, comment dirais-je, anecdotique. Je me souviens à l'époque, il y avait la personne qui s'occupait un peu de l'encadrement au club. Alors, mon premier club, c'était la Société nautique du Tour de Marne, Saint-Maur, quoi. Et donc, c'était Bernard Bouffinier, qui lui aussi qui est un ancien séiste de haut niveau, bah, de la génération encore d'avant moi, hein. Et en fait, je me souviens à un moment donné, quand il s'agissait de tester pour la première fois les canoës type course en ligne, hein, les fameux C1, CAPS, dans lesquels tu devais pagayer des deux côtés. Bon, au début, tu commences par un des deux côtés. Euh, et donc, je me souviens, il m'avait posé la question, mais tu écris de quelle main? Bah, je dis, bah, je suis droitier. Bon, tu pagaieras à gauche. J'ai pas compris tout de suite le lien. Mais en fait, si tu veux, c'était l'histoire de la main sur l'olive. Et donc, bah, quand tu es droitier, c'est plutôt ta main la plus fine en termes de précision et de choses comme ça. Et donc, bah, c'est vrai que par rapport au contrôle de l'angulation de la pagaie dans l'eau, bah, bon, voilà. Donc, ce qui fait que effectivement, je me suis retrouvé à pagayer à gauche. Et est-ce que tu as connu des évolutions majeures techniques dans ta carrière? Tu vois, en kayak, je vois qu'ils ont eu la wing, les pagaies creuses. Pareil, c'était des bateaux bois. Après, c'est devenu vraiment des bateaux carbone. Est-ce que toi, en tant qu'athlète, tu as connu aussi des révolutions un peu comme ça? En canoë, il y a pas eu de révolution de l'ampleur de la wing ou des formes qu'ont suivi les wings, puisque les wings, elles n'ont pas duré très très longtemps, hein, autour de 85, 86, puis après rapidement, même s'il doit entraîner encore un peu quelques-unes dans certains clubs, ce sont les autres formes creuses voilà, qu'on connaît aujourd'hui, hein, qui ont pas beaucoup bougé depuis. En canoë, il n'y a pas eu trop ça. Il y a depuis, il y a eu des pagaies avec, tu sais, une rainure centrale là, un peu en saillie. Bon, voilà.
Mais c'était pas systématique. Les Hongrois ils utilisaient déjà des pales complètement plates, légèrement creuses. Bon, voilà. Ce qui a changé effectivement, c'est le matériau. Quand c'est passé au carbone, le canoë aussi, les manches sont devenues carbone. Alors on a eu des montages un peu hybrides avec des manches carbone, des pales en bois. Et puis après, on a eu des pagaies tout carbone. Il y a eu des pagaies tout carbone. Alors, bon, au début, c'était pas évident parce que, effectivement, il y avait des petits soucis parfois sur quand on se faisait soi-même sa pagaie avec un manche de Rasmussen extrêmement rigide. Bon, voilà, c'était un peu, ça pouvait provoquer quelques petites douleurs à droite à gauche. Mais en fait, bon, après, ça s'est vite arrangé. Donc, bon, aujourd'hui, les pagaies carbone, ouais, je crois que c'est la norme. C'est la norme. Les bateaux, ça s'est passé à peu près à la même vitesse qu'en kayak. Hein. C'est passé assez vite au carbone aussi. Euh, alors, c'est vrai que tu gagnes en rigidité, tu gagnes beaucoup en poids. D'un autre côté, là, pour le coup, comme il y a les poids minimums qui n'ont pas bougé depuis, à mon avis, 50 ou 60 ans ou 70 ans en course en ligne, ça veut dire que si tu gagnes 5 kilos sur le poids du bateau, tu mets 5 kilos de plomb au fond, quoi. Hein, sinon, tu t'en sors pas, ça passe pas. Bon, ce qui n'était pas inintéressant parfois, hein, d'avoir du lest et de pouvoir le déplacer un peu dans le bateau. Euh, donc, pas de grosse révolution, si c'était la suppression de la largeur. Hein, ça s'est fait au tournant des années 2000, ça. Au tournant des années 2000, parce que je me souviens que même en 96, c'était déjà un peu le début. Non, 96, c'était sûr, la norme, elle était pas changée, mais il y avait des canoës. Je me souviens notamment du constructeur allemand Fess, qui faisait des bateaux pour l'équipe d'Allemagne. Enfin, il faisait des bateaux, il fait des câbles de vélo, il fait des bateaux d'aviron. Enfin, c'est un peu le constructeur perso des équipes nationales. En fait, ils avaient déjà fait pour les canoës des coques beaucoup plus étroites que les fameux 75 centimètres à l'arrière. Et en fait, pour respecter la jauge, il y avait des petits morceaux de tubes qui étaient fixés à l'extérieur, là, à l'arrière, et qui étaient prolongés jusqu'au moment où ça atteignait 75 centimètres de large, ce qui était quand même parfaitement ridicule et hypocrite. Et avec aussi, puisque la norme, je crois que c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, la norme dans les bateaux de canoë, c'est que le point le plus haut du bateau, ça doit se situer à l'avant. Et donc, quand tu as des tiges qui montent à l'arrière pour atteindre 75 centimètres et qu'il faut qu'il y ait un point à l'avant qui monte plus haut, il faut faut mettre un autre morceau de tube qui monte plus haut. Enfin, le truc débile, quoi, avec un espèce de bateau bizarroïde avec trois morceaux de tube, trois proéminences comme ça qui étaient rattachés et qui étaient d'ailleurs démontés pour le transport, parce qu'il n'y a pas de raison de s'emmerder avec un truc comme ça, encombrant et tout. Donc voilà. Mais sinon, pour répondre à ta question, non pas à part la réduction de la forme. Alors effectivement, ça a fait quand même pas mal progresser les chronos, parce que le bateau plus étroit, tu prends plus près de l'axe, il y a moins de coupe de rotation. Donc voilà, les canoës sont allés assez rapidement plus vite en monoplace. Finalement, sur les biplaces et les 4 places, en tout cas sur les biplaces, puisque sur les 4 places, il y a un peu moins de densité, un peu moins de concurrence, on a moins d'éléments de comparaison, puis c'est pas un bateau olympique, donc les pays investissent plus ou moins d'énergie dans la préparation d'équipage dans ces bateaux-là. Mais en biplace, pour le coup, il n'y a pas eu de rupture chronométrique vraiment quand les bateaux ont perdu de la largeur. Parce que de toute façon, les équipiers, alors ils étaient aussi adaptés, il y avait pas mal de grands gabarits, et donc comme ils équilibrent leur propulsion, au final, bon, ils pagayaient effectivement un petit peu plus près de l'axe, mais ça n'a pas été aussi vertigineux comme évolution que pour le monoplace. Oui, c'est ce que j'allais dire la réduction de la largeur faisait que tu étais moins stable. Alors en fait, oui, il y avait un petit peu ça. Il y avait, alors, enfin, il faut faire le tri, hein, parce qu'il y a la largeur, il y a l'encombrement du bateau, il y a la largeur mouillée. Hein. C'est-à-dire que même dans les bateaux qui faisaient 75 centimètres de large, en canoë, c'était les deltas, le fameux delta. Quand tu mesures la largeur qui était dans l'eau,
c'était pas grand-chose, hein. C'était 40 centimètres. Donc, par contre, effectivement, les formes étaient différentes. C'est-à-dire que les formes, elles étaient plus ouvertes, un peu plus plates, euh, donc un petit peu plus stable, un petit peu plus de roulis. Et quand tu fermes une forme, parce que les canoës aujourd'hui sont plus étroits que les kayaks. Ouais, ouais, je vois bien. Alors, sa réglementation sur les kayaks, c'est que jusqu'à preuve du contraire, il faut que le siège soit à l'intérieur du bateau. Donc, il faut au moins que le bassin du kayakiste, il rentre dedans. Alors qu'en canoë, tu peux pas t'asseoir dans un canoë de course en ligne aujourd'hui. C'est plus large que ton bassin. Et donc, effectivement, ça a rendu les bateaux un peu plus instables. Bon, après, c'est une question d'adaptation, hein. Je pense qu'effectivement, ça a été compliqué pour ceux qui sont passés des formes larges aux formes étroites, hein. La génération qui a pris dans la figure le changement de normes, ça n'a pas forcément été simple. Il y en a qui se sont très vite adaptés, hein, mais et puis après, ça c'est un problème qui est complètement occulté, hein. Les jeunes, ils découvrent dans des bateaux étroits, ils s'adaptent et puis et voilà quoi. Comment s'est déroulée ta carrière d'athlète alors? Quels ont été les temps forts pour toi? J'ai fait une carrière d'international, j'ai envie de dire ordinaire. J'ai pas été particulièrement brillant. J'ai été sportif de haut niveau une dizaine d'années. J'ai fait quelques championnats du monde. Euh, euh, à l'époque, il y avait peu de championnats d'Europe. Aujourd'hui, ça s'est institutionnalisé, mais jusque dans les années, moi j'ai fait en senior. J'ai été senior en gros de 80 à 88, quelque chose comme ça. Donc voilà. Alors effectivement, je suis pas allé au jeu ni en 84 euh, ni en 88. Et donc après j'ai arrêté l'international. J'ai continué à faire un peu de compétition nationale avec le club. Et puis j'ai dû pagayer en compétition jusqu'en 92 par là, un truc comme ça. Et donc, non, j'ai fait une carrière internationale, j'ai envie de dire ordinaire, hein, pas de podium, quelques queues de finale. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de circuit Coupe du Monde comme il y a maintenant. Donc, c'était les compétitions internationales. Alors, de toute façon, ça se passait aux mêmes endroits que ceux qu'on connaît, hein. Duisbourg, Szeged, quelques compètes aussi de l'autre côté du rideau de fer à l'époque, puisqu'il n'était pas tombé, hein. Donc, en Allemagne de l'Est et puis à Moscou. Mais donc voilà, une carrière internationale basique, hein, pas particulièrement brillant, pas médaillé, pas de Jeux Olympiques. J'ai vu malgré tout que tu avais été champion du monde de marathon. Alors, j'ai fait les championnats du monde de marathon à l'époque, et ça devait être les premiers. Je les ai fait en 88. Et d'ailleurs, juste après, j'ai arrêté. Je me suis dit non, vraiment, c'est pas pour moi. Allez, allez, c'était à Nottingham. Allez, ceux-là, ils se sont déroulés à Nottingham sur le bassin de course. Enfin, on partait dans le bassin de course en ligne de Nottingham. Je pense qu'il existe encore ce truc-là. Voilà. Et puis on passait dans la rivière. Qui était de l'autre côté, au bout du bassin. Là, il y avait un petit peu du monde vraiment difficile, conditions climatiques hyper dures, de la flotte. Et à l'époque, bon, ils expérimentaient un peu encore, hein, c'était le début, mais c'était 45 bornes. Donc, je te fais pas un dessin en C1 de course en ligne. Même si là, pour le coup, on n'avait pas les contraintes de poids des épreuves olympiques, donc tous les bateaux étaient très très légers, hein. Au lieu de 16 kilos, la plupart des C1 ils faisaient moins de 10 kilos. Mais ouais, c'était assez long. Après, ça s'est beaucoup réduit, hein, aujourd'hui, je pense que de mémoire, il y a plus de marathon international au-dessus de 30 kilomètres. Je crois que c'est un peu Ouais, je le crois pas, ouais. plafond, ouais. Euh, Donc, voilà. Comment on s'entraînait dans les années 70-80? Parce que également, tous ceux que j'ai pu interviewer de cette période avaient une approche très, on va dire, quantitative. Très, fallait à chaque séance se mettre le tarif. Est-ce que toi, tu as vécu ça aussi? Il y avait, ouais, globalement, c'était la culture dominante, hein, c'est-à-dire, de toute façon, ça se passe toujours un peu de la même façon. C'est ceux qui étaient passés avant nous et qui avaient plutôt bien réussi, qui pouvaient éventuellement servir de modèle. Ils avaient souvent
pas toujours, hein. Ils avaient souvent des repères assez quantitatifs, hein. Ouais, ça se mesurait en gros en milliers de kilomètres par an. Donc, tu vois, c'était des ordres de grandeur comme ça, en dessous de 3 000 à 4 000 kilomètres par an. Bon, tu faisais pas grand-chose, quoi. T'étais un peu un touriste, hein. En tout cas, bon, je caricature un peu, mais tu pouvais. Ça paraissait compliqué selon les normes en vigueur qui circulaient plus ou moins comme ça, de façon informelle, pouvoir prétendre à faire du haut niveau. Euh, C'était aussi la période pendant laquelle, pendant tu faisais de la préparation physique pendant la période pendant laquelle tu naviguais peu ou pas, parce que les conditions climatiques étaient pas bonnes, ou alors même s'il faisait pas. Bon, moi j'ai été résident en Île-de-France tout le temps, donc les conditions climatiques, elles étaient peut-être parfois un peu plus froides que celles qu'on connaît aujourd'hui, mais d'un autre côté, c'est pas non plus les zones de montagne, donc si tu veux, tu peux naviguer objectivement, hein. Quand tu fais du kayak, t'as rarement froid très longtemps, hein, si t'es bien équipé, voilà. Mais d'un autre côté, par contre, les rivières sont en crue, les conditions de navigation sont pourries. Donc, bon, bref, tout ça pour dire que souvent, la saison type, c'était la reprise après les vacances en septembre jusque octobre-novembre, décembre, début décembre. Après, c'était beaucoup moins de bateaux, voire pas de bateaux. Et puis là, beaucoup de préparation physique, course à pied, muscule. Et puis pendant, allez, on va dire 2 mois, hein. Alors, c'est un ordre de grandeur parce il y a des gens qui aussi avaient dans l'idée que il fallait pas arrêter le bateau quand même. Et puis il y a des gens aussi que la préparation physique ça a toujours gonflé. Donc voilà, il y a des il y avait toujours des variables un peu interindividuelles, mais c'est vrai que c'était un peu ce régime-là, un peu à l'ancienne. Ah bon, c'est vrai que rapidement, c'est vrai que tu te rends compte que c'est un tout petit peu dommage que voilà, tu développes des capacités musculaires, des capacités énergétiques en dehors du bateau, puis à un moment donné, tu essaies de me faire ce fameux transfert qui ne se fait jamais vraiment. Voilà, tu t'adaptes à une autre activité. Et puis donc bon, après ça a vite évolué quand même, hein. Mais ouais, quand j'ai démarré, quand je me suis lancé dans cette aventure, c'était un peu ça le modèle, quoi. Beaucoup de kilomètres, euh, pas forcément beaucoup d'accompagnement sur les aspects de ton efficacité gestuelle, des choses comme ça. Quelques repères, mais c'était vraiment voilà, pas de vidéo, pas de trucs comme ça. Plutôt des choses relativement intenses, hein. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à de temps en temps rejoindre le groupe qui s'entraînait à l'INSEP. Il y avait bon des potes Didier, Philippe, quelques autres qui sont passés par là, qui sont tous passés par là. Bon, alors, en gros, la séance sur la Marne, c'était si t'embarques en dernier, t'es mort, hein. Euh, Peu de choses près, quoi. Enfin, ça ressemblait pas tout le temps à ça, mais voilà. Enfin, t'es mort pour tout l'année, hein, puisque c'était bon, on s'échauffe 500 mètres. Hop, après, ça navigue plutôt rapide, plutôt aux prises de vagues. Si tu sais pas faire, c'est vite compliqué. Et bon, après, tu as une deuxième chance, hein, c'est après le virage. C'est-à-dire que ça monte pendant 10 bornes, ça tourne, et puis tu rentres. Voilà. C'était un peu ce régime-là. Euh, Est-ce que avec le recul et aujourd'hui ton expérience, est-ce que tu conseillerais toujours de faire cette coupure hivernale qui n'avait pas l'air de te plaire, de ce que j'ai compris? Mais en fait, sur le moment, elle m'a vraiment jamais posé aucun problème, hein. C'était la norme. Et puis c'était un espèce de mouvement collectif. Donc, t'es pas à côté de la plaque vis-à-vis de tes partenaires ou de tes modèles quand tu fais ça, puisque tout le monde fait ça, ou tout le monde faisait ça globalement. Alors, des fois, la coupure, elle était plus ou moins longue, hein, mais voilà. Après, c'est sûr que tout doucement, quand les stages hivernaux dans des coins de la planète où on
on peut naviguer dans des bonnes conditions, comment dirais-je, dans des périodes où, en France notamment, on peut un peu moins facilement naviguer dans de bonnes conditions, la coupure naturellement, elle a disparu, quoi. Ça c'est entre guillemets, ça s'est un peu mondialisé. Il y a eu quelques spots qui ont commencé à se créer où, voilà, les sportifs pouvaient aller passer quelques semaines et ils savaient que de toute façon ils auraient aussi des partenaires d'entraînement venant d'autres pays. Bon, les pays nordiques, de toute façon, ils le faisaient depuis très très longtemps. Ils allaient en Floride 3 mois par an. Les Canadiens, pareil. Et donc, effectivement, eux, ils le faisaient comme ça depuis plus longtemps. Et puis, bon, on les a retrouvés sur ces spots-là. Alors, c'était soit la Floride, soit l'Espagne, le Portugal. Hein, des plans comme Séville, à une époque, c'était pas mal fréquenté. Voilà, quoi. Comment tu deviens entraîneur? Par erreur. Euh, La droite, la gauche, et tu as choisi la droite et c'était ça? ouais. Euh, Non, en fait, moi, j'ai pas fait d'être entraîneur. Moi, j'ai pas fait du tout d'études dans ce secteur-là. Moi, j'ai fait des études techniques. J'ai bossé. Bon, j'ai un peu élémentaire. J'ai bossé dans l'industrie aéronautique pendant peu de temps, hein, mais c'était en parallèle de ma carrière de sportif de haut niveau. Et puis, bon, je me suis dit, voilà, quand ma carrière elle arrivait à son terme, là, je t'ai parlé autour de 88 par là, et ben rentrant dans l'environnement de l'industrie, même si c'était plutôt la partie entre guillemets plutôt sympa de l'industrie, quoi. Hein. Tu travaillais sur des pièces d'avion, des choses comme ça, mais je m'y voyais quand même pas. Et donc, je me suis dit, bon, bah voilà, le sport, c'est sympa. Peut-être qu'il y a moyen de bosser là-dedans. Donc, et puis à cette époque-là, c'est vrai que il y avait pas 36 milliards de solutions. Hein, il y a à part devenir prof de sport, passer le concours, hein, et puis éventuellement espérer pouvoir se retrouver sur un poste de conseiller technique régional ou idéalement entraîneur. Et donc voilà. Alors, concrètement, j'ai démissionné de mon job. Et puis, comme j'avais été sportif de haut niveau, j'ai pu rentrer dans les formations qui étaient réservées aux sportifs de haut niveau à l'INSET. Et donc, j'ai passé, à l'époque, c'était les brevets d'État, hein, brevet d'État premier, deuxième degré, préparer le concours, obtenir le concours. Et puis, c'est vrai aussi que quand j'ai eu le concours, rapidement, bon, c'était aussi une affaire de, comment dirais-je, de circonstances particulières. Il y avait un besoin d'encadrement des équipes, et je me suis retrouvé très vite entraîneur. En 90, j'étais entraîneur. Donc voilà. Mais toi, donc, t'étais côté canoë en tant qu'athlète. Est-ce que tu t'es Ouais. retrouvé tout de suite côté kayak en tant qu'entraîneur? Bah non, parce qu'à l'ancienne, tous les entraîneurs des spécialités, c'était d'anciens sportifs de haut niveau de la spécialité. Donc, parce qu'effectivement, bon, ça faisait partie, si tu veux, du modèle, encore une fois, hein, du modèle dominant. Hein, et ça a mis un petit peu de temps à se démocratiser. Hein, mais ouais, je me suis retrouvé entraîneur des canoës. Et, et alors, ce qui était assez marrant, c'était que, à l'époque, d'ailleurs, Alain Lebas, lui qui était un sportif de haut niveau en kayak, hein, vice-champion olympique, voilà, il entraînait les canoës. Après avoir, comme tout le monde, après être passé par la case entraîneur des kayaks au début de sa carrière d'entraîneur. Et moi, j'ai commencé par effectivement, donc il y avait Alain qui s'occupait des meilleurs, et puis il fallait quelqu'un qui soit un peu en deuxième ligne pour s'occuper soit des plus jeunes, soit des bateaux non olympiques. Hein. Je te parlais du C4 un petit peu plus tôt là, et donc voilà. Est-ce que tu as des résultats avec les gens que tu entraînes au début en canoë?
En 90, ouais, bah en fait les résultats, ouais, les jeunes s'en sortent pas trop mal. Le C4, le C4, il fait des finales mondiales. Il y a un C4 mais c'est un petit peu plus tard ça. Il y a un C4 qui fait un podium mondial aussi. En 91. Il y avait les championnats du monde avant d'aller à Barcelone aux Jeux en 92. Ben voilà, le C4 500 mètres, il fait deuxième. Le C4000, il est moins bon. Il doit faire sixième. Ouais, donc voilà, ça se passe plutôt pas trop mal, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu passes au kayak alors? Alors, après les Jeux de 92, Alain, il arrête d'entraîner. Bah voilà, je m'occupe de la catégorie canoë jusqu'au jeu de 96. Au jeu de 96, il y avait qui? Il y avait Pascal Silvos qui était là, qui était déjà là au jeu de 92 et qui était déjà là au jeu de 88. Hein. Au jeu de 96, il va en finale, je crois qu'il fait cinquième du C1000. Ouais, c'est ça. Il y avait aussi Eric Leloc qui était là aussi, qui fait lui il faisait du C1 500 et il s'arrête en demi-finale. Et donc voilà, moi je m'occupais de ces deux garçons-là au jeu de 96. Et puis voilà. Et qu'est-ce qui fait que je passe au kayakom? Bah, c'est toujours un peu la même chose. Tu peux avoir envie de changer et il peut n'y avoir aucune opportunité ou aucune possibilité. Hein, et puis il peut y en avoir. Donc voilà. Pour la petite histoire, c'est vrai que Kirsten, il arrive dans l'hiver 96-97. Euh, et donc voilà, on est aussi dans une phase de reconstruction avec une autre façon d'aborder les choses, un autre positionnement aussi sur la planification. On avait beaucoup travaillé aussi pour essayer de structurer la planification. Et puis bon, avec Kirsten, ça a pris encore une autre dimension. Hein. On avait un peu préparé le terrain quand même avec des programmes types, avec des choses comme ça. Mais voilà, quand il est arrivé aussi, ça changeait aussi un peu comment dirais-je, le processus de décision sur un certain nombre d'éléments stratégiques. C'est-à-dire qu'il était vraiment positionné comme entraîneur-chef. Auparavant, quand il y avait un directeur des équipes de France, c'était plutôt quelqu'un qui était positionné sur une dimension coordination des coachs, gestion des ressources humaines, gestion des budgets, des choses comme ça. Kirsten, lui, il était beaucoup plus sur planification, le qui fait quoi, évaluation, beaucoup d'évaluation, ce qui n'était pas non plus très culturel en France, quoi, hein, chez nous. Euh, bon, alors moi, qui avait côtoyé beaucoup de rameurs, pas tellement surpris. Hein, je savais à peu près exactement comment ça allait se passer. Ils ont fait la même école tous les deux à Leipzig. Donc voilà, ils avaient à peu près les mêmes repères. Quoi. Oui, j'allais dire, ça ressemble beaucoup à le bouquin que je te disais hors antenne que je viens de finir, La Génération Mound, où justement, quand il est arrivé, il a harmonisé en fait la planification pour tout le monde. Tu vois, c'est plus ça que je retiens, c'est que des clubs aux athlètes de haut niveau, c'était une harmonisation pour que tout le monde fasse pareil avec énormément de tests. C'est Voilà, sûr. complètement. C'est ça l'idée. L'idée générale, c'est aussi de proposer aux différentes étapes de la carrière des planifications globalement adaptées en termes de volume, en termes d'intensité. Et c'est vrai que Ebrard, il avait fait le même constat, je pense, que quand Kirsten est arrivé, c'est que bon, les Français, ils aimaient bien s'en mettre plein la tronche, faire des trucs très intenses, très violents, le gros choc culturel, ça a été vrai pour l'aviron parce que j'ai des potes qui étaient aussi sportifs de haut niveau au moment où Ebrard est arrivé quand Kirsten est arrivé, ça a été la même chose, c'est que au final, ce qui était très déstabilisant pour un certain nombre, c'était qu'il y a assez peu d'intensité, un travail techniquement exigeant, c'est-à-dire des cadences plutôt basses, améliorer la qualité unitaire de chaque propulsion.
Et puis beaucoup d'évaluations, les fameux tests progressifs là, hein, avec prise de lactate pour vérifier. Voilà, l'idée générale elle est toute simple, hein, c'est que l'entraînement il doit permettre d'aller plus vite en améliorant l'efficacité, en améliorant la force spécifique, la coordination, tout ça, sans faire monter trop le taux de lactate, le repousser le plus possible, et que donc sur ce principe-là, t'es moins limité. Et puis aussi, ce qui avait, je me souviens très bien, choqué choqué Kersten, mais ce que je pense que Ebrard, il avait fait le même constat, mais ça, je maîtrise un peu moins en détail, c'est que bon, voilà, il avait fait l'analyse des courses des Français, et en gros, les Français partent vite, finissent vite, globalement, hein, enfin vite, vite, c'est-à-dire à peu près dans les niveaux de vitesse des meilleurs internationaux, mais en fait, entre les deux, ils vont pas assez vite. Et ce qui fait qu'ils vont pas assez vite entre les deux, c'est un manque de conditions physiques générales. C'est pas leur incapacité à assumer des intensités élevées, à supporter des taux de lactate très très élevés. C'est le manque de conditions physiques. Et donc voilà, tout le travail, il a consisté à combler cette espèce de trou entre le départ et entre guillemets soi-disant la relance. Effectivement, les Français relançaient vraiment, même si c'était très modeste, parce qu'ils allaient pas vite au milieu. Et donc l'idée, moi, il dit, ça sert à rien l'idée, c'est de partir le plus vite possible, d'arriver le plus vite possible à la vitesse de course, et puis de tenir jusqu'à la fin. Le reste, c'était une vision très rationnelle de la chose, qui était assez éloignée de la vision dominante, quoi. Ça me fait penser, dans le bouquin, pareil, la plupart des rameurs disent qu'ils ont été très surpris quand Eberhard leur a dit bon, on va ramer à 18 ou 20 cadences. Ils croyaient qu'ils se foutaient de leur gueule, en fait, quand il leur a dit ça. Ils se sont dit, mais attendez, c'est pas du tout ce qu'on fait. Ah ouais. Et donc, pareil, en kayak, il y en a beaucoup qui étaient surpris quand on leur a dit, pour ramer, je sais pas, faut pagayer à 60, 62 cadences. 70 les kayaks, 40 ou même moins les canoës. Et puis ouais. Alors effectivement, il y avait des petites différences philosophiques entre Ebrard et Kersten, mais globalement, c'était que des petites différences. Ils étaient sur le fond, c'était les mêmes protocoles, c'est-à-dire voilà. Et globalement, le niveau de l'équipe, il s'est progressivement élevé. Alors après, on bute toujours sur des difficultés qui sont aussi liées au développement de la pratique sur le territoire. C'est-à-dire, faut s'appuyer sur un réservoir minimum. Voilà. On n'est pas obligé d'avoir des dizaines de milliers de pratiquants pour faire des podiums, mais il faut un réservoir minimum, faut qu'il y ait un peu d'émulation, faut un certain nombre de choses comme ça. Mais effectivement, ça a marché assez bien. Et le gros avantage de ce qui a été mis en place là, c'est que il y avait aussi des choses qui étaient proposées pour les plus jeunes. Et d'ailleurs, si tu veux, ce qui a bien fonctionné, ou en tout cas ce qui a plutôt bien fonctionné, je trouve, c'est que les jeunes qui ont pu démarrer ou se lancer dans une pratique de haut niveau avec ces repères-là, avec de la muscule. Alors c'était plutôt de l'endurance de force, hein, des séries plutôt longues sous forme de circuit, donc une espèce d'activité musculaire assez intense, mais un peu mais hybride entre quelque chose qui serait très cardiovasculaire et quelque chose d'autre qui serait à l'opposé plutôt neuromusculaire. Là, c'était un peu entre les deux. Avec des circuits très très durs, très très durs. C'était vraiment des circuits qui étaient très très durs, hein, 40, 50 reps sur les mouvements. Un peu comme le C2 en aviron, quoi. Oui, tout à fait. Hein. Ouais. Bon, après, hein, la petite anecdote, c'est les discours, voilà, les réponses aux questions de Kersten. Les athlètes agacés, énervés, ou simplement pas trop comprendre pourquoi ils font tout ça, qui leur paraît tellement éloigné de l'épreuve sur laquelle ils doivent performer. Hein. C'est vrai quand tu te dis, alors c'est vrai que ça marche plutôt un petit peu mieux cette approche-là pour les courants 2000. Ça marchait très très bien à l'aviron sur 2 kilomètres. Et il y avait peut-être un tout petit peu plus
d'incertitude où c'était un petit peu moins efficace globalement, plus les distances étaient courtes parce que c'était un peu différent. Mais en fait, ça marchait assez bien. Et ce qu'il disait par rapport à ces circuits, hein, entraînement difficile, course facile. Donc voilà. Donc en gros, c'était une de ces réponses assez systématiques. Et puis bah aussi relativement peu de travail à vitesse de course. En fait, ce qui était assez choquant, hein, je me souviens, la saison 97-98, c'est en stage. Les premières compètes inter autour du mois de mai, hein, souvent c'était en Belgique, à Malines, des choses comme ça. Bon, cette compète-là, je crois qu'elle se fait quasiment plus, ou de avoir d'autres à la même date à peu près, au tout début de saison. Mais genre, avant d'aller là-bas, pour faire les premières compètes inter, il y avait un test progressif, hein, à 3 fois 250 mètres. Aller, une séance de vitesse, tu vois, alors que bon, le petit français moyen, il aurait passé à faire, il aurait fait des choses assez dures pendant 2 ou 3 semaines avant d'y aller. Donc là, il y avait rien. Il y avait, alors, Kirsten, il appelait ça EB1, endurance de base 1, c'est les Kayakom, c'est cadence gestuelle 70, fréquence cardiaque maxi genre 140, 150, et puis tu fais ça une fois par jour. Euh, à côté de ça, tu as un circuit, petite séance de récup, tu vas courir. Une autre séance de bateau. Alors des fois, il y avait 2 séances de bateau par jour, des fois une. Mais c'est vrai, est très très éloigné des standards qui étaient rentrés dans les mœurs à l'époque, hein, où pour préparer une course, tu fais de la vitesse de course, voire même de la vitesse supérieure à la vitesse de course. Et il y en avait peu, voire pas. Euh, donc voilà, c'était assez, mais bon, ça fonctionne, ça a bien fonctionné assez rapidement dans la mesure où les gens ils arrivaient sur les échéances terminales. Alors une partie du public, hein, ceux qui ont vécu la transition, il y en a une partie qui l'a très mal vécu, hein, qui a pas réussi à comment dirais-je, à exprimer ce que ça aurait pu leur permettre d'exprimer peut-être. Puis il y en a une autre partie qui a plutôt adhéré, qui a essayé, qui a trouvé des repères. Après, il y avait aussi quand même un peu de possibilité d'individualisation, hein. Il y en a qui en faisaient un tout petit peu moins. Il y a des choses qui étaient adaptables. C'était un cadre général et que nous, les coachs, on était en charge de mettre en œuvre. Tout à l'heure, tu parlais d'un manque de conditions physiques dans les milieux de course. Ouais. Comment tu travailles ce manque de conditions physiques avec justement cet entraînement très normé, sans que j'ai l'impression qu'il y ait beaucoup de séances, ce que moi j'appellerais EB1+, tu vois, ce que j'appelle du fond de train. Et comment tu le travailles, ça? Comment ça se Alors, travaillait? c'est vrai que au début, il y avait vraiment, mais je pense que c'était aussi stratégique euh, pour euh, pour euh, pour faire bouger les lignes de la part de Kirsten. Il y a eu beaucoup de B1, un petit peu de B2. Hein, donc cela, c'est pour le coup, pour les kayakums, c'était 85, 90 maxi en cadence, des choses comme ça. Donc là où déjà, quand tu es très efficace, euh, assez puissant musculairement, tu peux déjà aller assez vite. Hein. Euh, classiquement, classiquement dans ces allures-là, ceux qui s'en sortaient assez bien rapidement, ils faisaient 4 minutes au 1000, hein, à 80 de cadence, hein, 80-85 de cadence. La difficulté, l'idée étant, hein, c'est que tu as sans doute découvert ça aussi, c'est que chez les athlètes de haut niveau, hein, ceux qui sont psychologiquement, physiologiquement, et puis d'un point de vue neuromusculaire et de leur, j'ai envie de dire, organisation, coordination motrice, dans tous les sports cycliques, les athlètes de très haut niveau, plus ils montent la cadence, plus ils vont vite. Il y a pas de dérapage. Et tant qu'ils peuvent monter la cadence, ils augmentent la vitesse. Et puis vraiment, quand ils sont au bout, à un moment donné, effectivement, quand tu fais les courbes cadence-vitesse, tu t'aperçois que ça commence à plafonner puis ça décroche, mais ils sont près de la fin. De toute façon, ils peuvent voilà. Et donc, ce que Kirsten voulait, c'était
absolument consolider ça, améliorer ça. Et donc, ça veut dire que c'était le frein à main le plus souvent, au moins au début. Après, au bout d'un an ou deux, avec des individualités, il y a eu des choses qui ont été individualisées. Mais au début, c'était pas individualisé de trop, hein, ce qui fait que ça a choqué beaucoup. Parce que, à l'inverse, les Français, avant, c'était d'abord, j'individualise et puis on verra bien si je peux faire des trucs avec les autres, quoi. Donc, là, pour le coup, lui, il a fait barre à 180. En plus, dans sa tête, lui, hein, moi, mon job, c'est aussi de monter des biplaces et des 4 places. Et donc, si les gens ils sont incapables de faire les choses de façon à peu près harmonieuse les uns par rapport aux autres, ça va jamais marcher. Ce sur quoi on peut pas vraiment lui donner tort. Et ce serait toujours vrai aujourd'hui. Et donc, et je pense assez volontairement, il a effectivement imposé ce qu'on appelait tout bêtement, tu tires le frein à main, tu pagais à 70, voire même 65, et puis tu fais des trous et puis tu t'arranges pour aller plus vite que je suis à côté. Sans non plus tricher sur la physio. Ça veut dire que effectivement, tu peux pagayer à 65 et être à 180 pulses. Hein. C'est pas très très dur. Hein. Tu sais bien le faire, je pense. Hein. Ouais. Sauf que ça, c'est pas tenable. Parce que quand tu fais ça, tu as des taux de lactate qui montent. Et en fin de compte, tu t'améliores pas vraiment dans le sens dans lequel il voulait qu'on aille. Donc, c'était effectivement, comme tu le disais, assez cadré, assez évalué. Et puis, on vérifiait à intervalles réguliers, toutes les 6 semaines, hein, des tests progressifs. Alors, l'hiver, c'était plutôt sur des 1000. Et puis, c'était un 2000, un 1000 et un 500, je crois, un truc comme ça, ou un 250. Et puis, quand on se rapprochait de la saison, c'était plutôt test progressif 3 fois 250. Le premier en EB1 plus, le deuxième c'était le B2 plus, j'ai envie de dire, et puis le troisième c'était à bloc. Avec mais alors en gros ta séance c'était ça quoi. Alors tu allais t'échauffer 2 ou 3 bornes, tu prenais 3 départs, 3 250, tu allais récupérer 3 bornes et ta séance était finie. C'était aussi assez frustrant pour ceux qui avaient l'habitude de faire des séries monstrueuses où ils finissaient en vomissant quoi. Donc, bon, voilà, c'est comme ça. Mais alors, pour répondre à la question que tu disais, comment on améliore cette espèce de milieu de course, je pense qu'il a aussi voulu jouer sur les aspects psychologiques parce que je pense qu'il y a il y a certains sportifs de haut niveau français qui n'étaient pas là-dedans. C'était la tendance générale, mais c'était pas forcément la tendance totale. Et que ça correspondait aussi à un modèle psychologique, une espèce d'idée sur la façon dont il fallait courir. De toute façon, si je veux pouvoir relancer entre guillemets, sachant que la relance, hein, c'est un peu un fantasme, hein, il faut que je lève le pied à un moment donné, quoi. Et donc pour le coup, je pense aussi que c'était aussi pour déconstruire ça, que voilà, il voulait dire que à la fois effectivement il fallait améliorer l'efficacité gestuelle, améliorer l'endurance de force, la capacité d'assumer comme ça de façon continue, et puis aussi déconstruire le modèle psychologique dans lequel on relance. Que pour lui, si tu tiens ta vitesse du début à la fin, il n'y a pas de relance. À la limite, tu essayes de faire de ton mieux pour que la vitesse s'effondre pas. Hein, tu trouves, voilà, tu vas puiser dans tes réserves pour tenir la vitesse. Parfois en augmentant un tout petit peu la cadence vers la fin parce que tu propulses un tout petit peu moins. Il y a la fatigue qui arrive, il y a un sidose qui arrive et tout ça. Mais voilà, l'idée c'est ça. Donc en fait, c'est surtout ce travail-là qu'il a fait. Et puis reprendre les bases. Hein, de la course à pied. Il y avait des évaluations en course à pied. T'imagines, ça fait ça pour des gens qui avaient déjà un peu de bouteille, un peu de finale mondiale, voire mieux. Bon, devoir de nouveau aller faire un 5 bornes en course à pied chronométré et être classé. Bon, voilà, c'est pas simple. C'est pas toujours simple. Alors après, encore une fois, il y en a qui ont pris ça comme ce que ça pouvait leur apporter. Et puis d'autres qui ont perdu un peu d'énergie à lutter là-dessus, quoi. Dans le bouquin Entraînement de la force aux éditions INSEP, tu as écrit la partie sur la musculation pour le canoë-kayak. Ouais. Mais aujourd'hui, avec ton expérience et le recul, tout ça, est-ce que tu penses que travailler l'endurance de force en muscu, ça reste l'objectif numéro 1 pour un kayakiste, par exemple, qui ferait du 1000 mètres? Ouais.
je pense que, en tout cas, ça garde de l'intérêt de façon globale, parce que euh, se préparer et développer des capacités globales, je dis bien, c'est-à-dire à la fois psychologiques, à la fois énergétiques, à la fois neuromusculaires. Je parle d'amplitude, des choses comme ça, qui permettent de maintenir un niveau d'intensité relativement élevé, une fréquence régulière typiquement c'est vrai que c'était souvent les tests en endurance de force, c'était 2 minutes, hein, tu vois. Bon, Bien sûr. c'est un peu arbitraire, pourquoi 2 minutes, pourquoi pas une, pourquoi pas plus, mais en fait c'était aussi appuyé sur l'expérience avec laquelle les données avec lesquelles sont arrivés Ebrard pour l'aviron, Kirsten pour le kayak, donc avec des bottins du téléphone de données sur ces bases-là. Donc, effectivement, je pense que pour lui, c'était assez naturel d'avoir des éléments de comparaison, d'essayer de s'appuyer de ça. Ceci étant dit, enfin, il était beaucoup critiqué, hein, notamment au début, et chez certains, même jusqu'à la fin. Ceci étant, il s'est quand même bien approprié le contexte particulier de la France, où il y avait pas peu de, de standards dans la formation des pagayeurs. Les gens y provenaient d'univers parfois différents. Il y en a qui venaient de l'eau vive, il y en a qui avaient commencé purement dans la course en ligne parce qu'ils sont issus d'un club où on ne fait que ça depuis 40 ans. Il y en a qui ont fait autre chose, hein, qui ont nagé à bon niveau et puis qui se sont mis à faire du kayak plus tard. Donc, il s'est quand même, je trouve, plutôt assez imprégné de ça. Et bon, voilà, il a essayé d'ajuster les choses. Alors, il maintient, enfin, il conserve cette image de rigidité vis-à-vis des athlètes, aussi vis-à-vis des coachs, mais aussi la capacité de pouvoir individualiser. Après, j'ai envie de dire que quand ça se passait plutôt, il y avait aussi cette espèce de sujet de confiance. C'est-à-dire que il fallait gagner sa confiance d'une certaine manière, un peu, hein. Comme il disait toujours, hein, la confiance c'est bien, le contrôle c'est mieux. Donc lui, il voulait Bien cette phrase. évaluer régulièrement, mesurer si on était sur la trajectoire qui permettait d'atteindre les objectifs qui étaient fixés, quoi. Donc effectivement, pour revenir à mon bout de route avec lui, bon bah on s'est assez bien entendu dès le départ. Moi, je bossais à Vers-sur-Marne, et donc lui était aussi basé par là, hein, donc voilà, on a collaboré, on a cohabité, on a appris à se connaître. Euh, et puis sa force aussi, c'était quand même de de pas faire ce que parfois on est tenté de faire quand les gens sont performants. On a plutôt tendance à faire de l'accompagnement plutôt que du guidage. Et c'est pas systématiquement une erreur, mais il y a des risques potentiels, quoi. Tu as entraîné Babac, qui a été champion du monde en 2001, si je dis pas de conneries. Ouais. Est-ce que on pourrait dire que Babac est un pur produit de l'entraînement de Kirsten Neumann, finalement, que tu as fait appliquer plus ou moins de manière individualisée? Bah, en fait, lui, pour le coup, il a le background, hein, il vient de la descente, hein, il était de mémoire champion du monde junior de descente Tout à fait. sur de la classique, hein, si j'ai bonne mémoire. D'ailleurs, je sais pas si à cette époque-là, il y avait déjà du sprint, mais sans doute que si. J'en sais rien, mais en tout cas voilà. Et puis ouais, avec le club de Strasbourg, bah il s'était
Quand on a commencé à bosser ensemble, c'était en 97-98, hein, quand un peu de temps après que Kirsten arrive. Bah, je pense qu'il en a bénéficié, il y a trouvé son compte. C'est plutôt un profil de sportif entre guillemets qui collait assez bien à la philosophie de la préparation du 1000 mètres, qui était quand même celle qui est vraiment le point fort. Les Allemands s'en sont toujours très très bien sortis avec ce type d'approche-là très longtemps. Après, quand ça s'est mondialisé, quand l'Est a explosé et que les compétences, elles sont parties partout, bon voilà, c'est peut-être plus aussi déterminant que ça. Mais, euh, mais en tout cas, lui, je pense il en a plutôt bien profité avec avec de l'individualisation. Alors d'abord celle que lui, il se prenait tout seul, hein, euh, et puis aussi celle qu'on organisait à partir du programme type. Donc ouais. Je pense qu'il en a tiré profit. Il y a trouvé ce dont il avait besoin. Ça lui a mis, avec du recul, je pense que ça lui a mis une grosse pression, en particulier sur la dimension quantité d'entraînement. Voilà. C'est là-dessus où effectivement il y a ça sans doute, c'est sans doute sur cette partie-là que ça lui a fait le plus d'effet. Il y a, d'un point de vue technique, si on regarde par exemple les Espagnols, les Allemands, ou même les Hongrois, ils ont tous un peu leur technique. Tu vois, si tu vois quelqu'un pagayer, tu vas dire, ah tiens, ça c'est un Espagnol, il est très latéral, très en rotation. Tu vois, un Allemand, il est très vertical. Et j'aurais pensé que quand Carson est arrivé, il aurait normalisé aussi un peu la technique, tu vois, une technique à la française. Pourtant, alors moi je suis arrivé tard dans le milieu, mais quand je vois les Français pagayer, chacun a sa propre technique. Tu vois, j'arriverais pas à dire quelle est l'école française. Mmh. Est-ce que ça, il l'a pas importé? Tu vois? En fait, il aurait fallu qu'il reste beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que il a pu agir. Il est resté une Olympiade, hein, puisque après les Jeux de Sydney, son contrat s'est arrêté. Donc, il a pu agir là où il a pu agir, je pense. Mais encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, il n'en reste rien, quasiment rien de tout ça. Enfin, c'est mon sentiment. Moi, j'ai décroché du milieu du kayak depuis un moment maintenant, hein, mais là où il a pu agir, c'est ce que je t'évoquais tout à l'heure, c'est que quand il est arrivé, il y a un certain nombre de jeunes ou de moins de 23 qui ont été comment dirais-je, mis en contact avec l'approche d'entraînement qu'il a fait circuler, et puis et à mon avis qui ont comment dirais-je, qui ont tiré profit de tout ça. Hein, je pense que par exemple des gens qui étaient un peu plus jeunes, type Sébastien Jouve, des gens comme ça, qui étaient juniors ou qui sortaient de junior quand il est arrivé, je pense qu'ils ont pu en tirer profit, et que ça les a sans doute aidés à aller plus loin, bien après le départ de Kiev. Par contre, ce que tu évoques là, c'est-à-dire une espèce de modèle ou de schéma partagé, ouais, non, en France, il aurait fallu beaucoup plus de temps pour que ça puisse ça. Pourtant, alors, par contre, sur les aspects techniques, il a fait beaucoup de travail. En tout cas, il a essayé de faire beaucoup de travail avec les athlètes avec lesquels il était en contact, hein. Il y a les équipes de France, il y avait beaucoup de travail et beaucoup de repères sur ce que tu évoques, hein, la verticalité. Bon, alors des modèles parfois un peu difficiles à transférer, notamment parce que pour partie ils étaient antérieurs à la pagaie creuse, donc ça change un peu la donne. Bon, d'un autre côté, il y a des gens qui utilisent des pagaies creuses de façon un peu particulière, hein. Enfin, wow, on fait ce qu'on veut avec une pagaie, hein. Mais mais ouais, je pense que et de fait, tu as raison.
ça laisse pas de traces. Cette homogénéisation, cette espèce de, ça laisse pas de traces. Parce que ça va pas durer assez longtemps, c'est pas allé suffisamment loin, et je suis pas tout à fait persuadé que l'écosystème de la course en ligne en France il est capable d'accepter ça, quoi. T'as participé à un DVD justement sur le canoë-kayak qui est aujourd'hui introuvable. Alors j'ai deux questions. La première, est-ce qu'il t'en reste en stock toi personnellement pour que je puisse en acheter un? Parce que c'est introuvable. Et deux, j'ai l'impression que sur ce DVD, extérieurement, parce que j'ai pas pu le voir, j'ai l'impression que c'est plutôt justement une approche un peu technique, poser les bases, tout ça. Ouais, bah c'était l'idée, hein. Il y a Jean-Christophe Gonod qui a beaucoup bossé là-dessus, hein. Ça a été lui le pilote du projet, hein. Il a passé des mois, des années à faire avancer, à récupérer des morceaux, à faire des montages. Peut-être que j'en ai un qui traîne quelque part, qui prend la poussière. Bon, je te ferai signe si je le trouve. Par contre, Il est inachetable, hein. par contre, ça va être un petit peu cher. Je suis pas sûr que tu aies les moyens quand même. Bah, je te le rends après, je vais le graver. Tu sais, j'ai encore un vieil ordi, donc je peux graver les DVD encore. Ah, t'as vu, ils viennent d'arrêter la fabrication des CDR, hein. Ah, tu te rends compte? Oh là là. Faut que tu te dépêches, hein. C'est vraiment, t'es jeune, mais t'es quand même un peu vieux, hein. Donc là, t'es au bout, là, hein. Ouais, je suis au bout. Ouais, donc ben en fait là-dessus pour le coup il y avait effectivement quelque chose qui, bah, si ça avait pu être porté, accompagné, peut-être par exemple tu vois tout simplement utilisé dans le cadre de la formation des entraîneurs fédéraux, des choses comme ça, parce que et c'est pour ça que je dis ça ne peut se faire que sur la durée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux, il faut former les encadrants, leur donner des repères. Alors t'as pas de garantie sur ce qu'ils vont en faire, hein, mais en tout cas, on peut supposer que, à force de répéter les fondamentaux, les bases techniques qui paraissent être les plus pertinentes, les plus efficaces, qu'il en reste quelque chose en bout de course sur la formation des jeunes pagayeurs. Et ça prend 10 ans. Ça prend 10 ans. Et donc, ce qui fait que, bon, en France, on n'est pas prêt de pouvoir reconnaître un pagayeur français de loin quand on ne le connaît pas. Qu'est-ce qui fait que tu as décroché du milieu du kayak? Oh bah j'avais fait le tour du sujet, honnêtement, hein. Moi j'ai fait une petite carrière de sportif de haut niveau, hein. Je t'ai expliqué. Après j'ai entraîné pendant quasiment 4 Olympiades, donc j'ai fait 4 Jeux comme entraîneur. Après j'ai pris un poste de conseiller technique régional. Donc si tu veux, tout mis bout à bout, ça devait faire une 30aine d'années. Bon, ouais, voir des personnes différentes ou les mêmes personnes te raconter les mêmes histoires, bon, c'est bien quoi, mais il y a autre chose. Donc voilà, c'était voilà, j'ai fait le tour de cette aventure-là, quoi. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça t'arrive encore de naviguer? Ouais, l'été quand il fait beau. Bah, est-ce que ce moment il fait beau chez toi? Parce que moi, chez moi, il fait beau, mais est-ce qu'il fait beau? Il fait beau, il y a un peu de vent, mais oui, ça m'arrive de naviguer de temps en temps, mais très peu et de moins en moins. Et est-ce que tu remontes dans un canoë ou tu te mets dans un kayak? Parce que la position canoë est quand même inconfortable. On est d'accord. Ouais, alors effectivement, mais d'un autre côté, les kayaks de la génération des canoës que moi j'ai utilisés, il y en a plus. Et au final, même si la position elle est inconfortable, je suis quand même un tout petit peu plus à l'aise en canoë euh, euh, que en kayak. Donc voilà, je fais plutôt du canoë et voilà quoi. Et très peu. Je t'avais dit qu'on ferait à peu près 1h15. Je vois qu'on arrive à peu près au bout du temps. Est-ce qu'il y a un sujet ou un message que tu voudrais aborder, qu'on n'a pas abordé? Non, non, pas particulièrement. Bah, c'est vrai que l'actualité, elle est ce qu'elle est. C'est vrai que je ne peux pas ne pas suivre, au moins à distance, si tu veux, ce qui se passe dans la perspective des Jeux là. Bon, c'est vrai que moi j'ai vécu d'autres périodes et il y a rien à comparer, hein. Le, je suis pas du style c'était mieux avant, hein. C'est de toute façon très difficile tout le temps. Moi, tu vois, au regard de ce que j'observe,
Ce qui me paraît le plus inquiétant, c'est pas tant que bon, il y a toujours eu quelques bateaux, quelques sportifs qui s'en sont bien sortis. Hein. Voilà, je pense que le C2, le K2 dames là, qui vont aller au jeu, ils ont la possibilité de faire des trucs super sympas. Je suis un peu moins convaincu de la chose sur les autres catégories. Euh, et mais ça, à la limite, c'est voilà, on fait entre guillemets comme on peut avec ce qu'on a. L'animation nationale, elle fabrique entre guillemets ou elle favorise pas l'émergence de beaucoup de talents a priori. Hein, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mais c'est pas tellement pire qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 20 ans. Hein. Il y a jamais eu énormément de Français capables de faire simultanément un podium. Moi, en tout cas, j'ai pas connu cette période-là et de mémoire, quand on regarde les résultats d'avant, c'était pas très très différent. Donc, par contre, ce qui est embêtant, peut-être un peu plus, c'est que j'ai pas l'impression, en ayant jeté un petit coup d'œil sur les résultats des moins de 23 et des juniors, que qu'il y ait des indices de quelque chose meilleur rapidement. Donc c'est ça qui est presque le plus embêtant parce que on a toujours fonctionné sur des effectifs relativement modestes avec relativement peu de sportifs capables de monter sur un podium mondial ou olympique. Mais il y avait quand même une espèce de continuité dans la difficulté. Hein. C'est-à-dire que c'est pas il y en a pas, il y a pas 5 athlètes qui poussent derrière chacun des sélectionnés qui sont au jeu. Hein. Ou si on prend les 5 suivants, à mon avis, en termes de chrono, on est loin, quoi. Donc, mais il n'empêche que là, peut-être que c'est un peu nouveau. Voilà, c'est juste l'impression que j'ai en toute modestie, parce que je suis pas assez près, et je dis ça en regardant les résultats internationaux, parce que ça c'est facile à trouver. Les circonstances, on les connaît pas, mais les résultats bruts, bah, ils mentent pas trop, quoi. Donc voilà, écoute, je crois qu'il y a du boulot. Il y a du boulot pour ceux qui ont envie de s'y coller, mais que il faudrait pouvoir installer des choses sur un peu de durée, quoi. Mais bon, on verra. Bon, voilà, monsieur. Ben, merci Albert de ton temps, c'était un plaisir, ça sentait la vie comme j'aime particulièrement. Et Et puis, bon, je vais essayer de voir ce que je peux faire pour toi là, pour ce disque, ce CD là. bah ouais, envoie-moi un message si tu le retrouves tout ça sur LinkedIn. Moi, Ok, ça marche. je suis hyper intéressé de le visionner parce que, comme je te disais, il y a très peu d'infos sur le kayak. J'ai l'impression d'avoir dû Tout reconstruire, tout tout reconstruire, rassembler. tout rassembler et je continue encore. Et donc, bah, si je peux rassembler ça, tu vois, continuer, bah, ce serait super. Ok, ça marche. Bon, bah Super. écoute, Bah, merci bonne de continuation. tes N'hésite réponses. pas. N'hésite pas, bah, toi aussi, si t'es de passage sur Annecy, vu que tous les anciens sont ici, j'ai pas de canoë, mais je peux te prêter un surf ski. Ouais. Bah, je me mettrai en position de canoë dedans, je vais me débrouiller. Allez, Ça ciao. va. Salut Albert. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez, et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine.